Merci, Monsieur de Langlade, votre conclusion. Merci. Il y a déjà eu quelques conclusions déjà faites de cette journée. Je vais simplement reprendre quelques éléments qui me sont apparus importants et qui peuvent nous servir de guide pour les temps qui viennent. Alors, la cohésion sociale, c'est finalement notre obsession. Hein. C'est une priorité pour ce qui a été dit ce matin pour la société, pour le vivre ensemble. Et Charles Baratier a résumé cette obsession ce matin en disant que, de manière répétée, nous nous interrogeons sur les conditions à réunir pour restaurer la cohésion sociale et puis pour trouver les moyens de fonder notre participation, notre collaboration à la cohésion sociale sur le principe d'une confiance réciproque, confiance qui a été un des éléments repris dans une de ses dernières interventions par M. Hardy. Alors, il me semble que ce matin et cet après-midi, la recherche de la conciliation, de la combinaison entre l'économique et le social a été le fil rouge, si je peux reprendre un des exemples donnés par M. Dueno sur des coopérations. La conciliation et la combinaison entre l'économique et le social, Christine Chaugnot l'a rappelé de manière très explicite dans son intervention d'ouverture, nous amène à questionner les liens entre ces deux éléments de constitution de notre société. Et, comme elle l'a dit, c'est nous amener à prendre aujourd'hui la mesure lucide, tranquille, du contexte économique dans lequel nous, notre pays, le monde vit. Et c'est de ne pas se laisser enfermer, désespérer dans cette contrainte pour arriver, comme elle nous l'a indiqué, à questionner le rôle politique des associations. Le rôle politique des associations que l'on peut résumer par deux questions. Qu'est-ce que le corps social représenté par nos associations considère comme souhaitable pour notre société? Comment nous organisons-nous, nous qui sommes acteurs des éléments, des corps intermédiaires, comme ça a été rappelé, avec l'attachement affirmé par certains à cette notion, comment ces corps intermédiaires peuvent-ils agir, argumenter, plaidoyer, exercer le plaidoyer pour garantir la bonne action sociale qui, au sens de la loi du 2 janvier 2002, est celle qui répond aux besoins de chaque personne, de chacun de nos concitoyens en situation de fragilité. Alors bien sûr, quand nous avons étudié, nous avons échangé, nous avons entendu les différents intervenants évoquer le paysage administratif complexe et qui doit évoluer à travers l'acte 3 de la décentralisation, à travers une nouvelle série de dispositions qui, considérant la RGPP comme étant des actions de l'Ancien Régime, va quand même engager une nouvelle réforme de l'État. Bien sûr, quand nous étudions ce paysage administratif, l'état des finances publiques, l'état des finances locales, donc largement décrite par M. Hardy, avec les marges d'autonomie de recettes de plus en plus réduites des conseils généraux, bien tout ça peut avoir un effet démobilisateur
et je crois que Christine Chaugneux a utilisé le terme de dévastateur. Mais nous ne pouvons pas et nous ne devons pas, évidemment, nous démobiliser. Dans l'analyse du contexte que M. Hardy a fait de la situation des conseils généraux, dans la perspective du futur acte 3 de la décentralisation, j'ai retenu de ces propos, au-delà des chiffres, au-delà de l'exposé de la situation, son insistance sur la valeur de pactes territoriaux qui donne de l'importance à ce que sont les territoires, j'y reviendrai, qui donne aussi de l'importance à des nouvelles formes d'intervention, d'action sociale. Il a cité le travail fait par l'association R pour les ITEP, donc en lien avec l'UNIOPS, donc qui vise à décloisonner les interventions segmentées dans le temps pour des personnes aux différentes étapes de leur vie, pour inscrire l'action dans des dispositifs, dans des parcours garantissant la continuité de l'accompagnement de ces personnes. Évidemment, ces observations rejoignent nos propres observations, nos propres orientations, notre propre vision de ce que doit être l'action sociale. Mais s'agissant de la coordination des politiques publiques de santé et d'action sociale, s'agissant des équilibres à trouver entre les compétences exercées par l'État, par les départements, qui sont les deux principaux acteurs, l'ARS mise en œuvre à partir d'avril 2010, mais aussi les agglomérations. Je n'entre pas dans le débat de la constitution de la métropole marseillaise, puisqu'elle est compliquée. Mais ne doutons pas que l'intelligence, j'en parlerai après, l'intelligence collective permettra d'avancer sur ce terrain-là, mais aussi des agglomérations d'une manière générale. Et dans ces recherches de nouveaux équilibres, la question des blocs de compétences que l'on connaît aujourd'hui, santé, médico-sociale et prévention d'une part, social-État d'autre part, social, conseils généraux, eh bien cet avenir des blocs, pour l'instant, nous n'en voyons pas tellement les contours de leur évolution. Mais c'est bien ce à quoi nous sommes appelés à réfléchir. Et je crois que de ce point de vue-là, cette journée est un point de départ. Parce que, évidemment, ces questions-là sont à poser au niveau de la décision publique, donc de la visibilité pour les usagers. Le docteur Henriat a bien manifesté que si déjà nous avons du mal à nous y retrouver, M. Duesneau d'ailleurs disait qu'un certain nombre de membres des collectivités ou des organisations qui élaborent les décisions la décision publique peuvent avoir aussi du mal à s'y retrouver. Et évidemment, qu'est-ce qu'il en est de la place des personnes, du citoyen et plus particulièrement de la personne accompagnée bénéficiaire de cette intervention? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre dans ce paysage-là? Et pourtant, nous devons essayer d'aller plus loin, parce qu'il s'agit certes de la question de la cohérence, de la lisibilité de l'organisation de la décision publique, mais il s'agit aussi de la cohérence de nos interventions, des interventions que nous conduisons les uns et les autres à partir des projets qui sont les nôtres. D'ailleurs, M. Amiel a lui aussi, à travers le triangle qu'il a exposé devant nous, qui est le triangle des injonctions qui pèsent sur un conseil général, mettant bien en avant que la pointe, c'est la dimension du social, qu'une autre des pointes est la logique de territoire, et qu'enfin vient la question de la ressource, notamment à travers la question de la fiscalité locale. Mais si nous avons de la difficulté à voir clair,
parce que c'est pas encore, peut-être que le moment n'est pas venu. Hein, le chantier va être lancé prochainement. J'ai entendu quand même qu'il y a, je veux dire, évoqué notamment par M. Hardy, des outils et la notion de CEPOM qui a été revisitée, vraisemblablement réexpliquée comme elle devait l'être à l'origine par lui-même, la notion de CEPOM modulable, l'évocation aussi ce matin d'inventer des formes de conventions tripartites s'agissant de l'aide à domicile entre l'ARS, le Conseil général et les acteurs de l'aide à domicile, notamment les associations. Tout ça, ce sont des pistes qui nous donnent des éléments de réflexion pour nous-mêmes, collective et individuelle. Mais si tout ça nous demande des efforts, va nous demander de nous investir collectivement dans cette perspective, Christine Chaugnot rappelait quand même de manière préalable à tous nos débats, et je tiens à le rappeler à la fin de cette journée, que c'est la finalité qui prime sur toute forme d'organisation des activités. Et que cette finalité, elle suppose, pour échapper dans nos réflexions à ce qu'elle appelait aussi la nasse économique, celle qui nous coulerait, elle suppose que nous développions, ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la journée, une culture, que nous construisions une culture entre nous associations, entre nous acteurs de l'intervention sociale, médico-sociale et sanitaire à but non lucratif, mais aussi entre nous et les décideurs publics. Et d'ailleurs, même peut-être à l'intérieur des décideurs publics, de nouvelles cultures doivent être à l'œuvre. Et Christine Chaugnot terminait son propos en disant que c'est à une alchimie entre pessimisme de l'intelligence et optimisme de la volonté que nous sommes conduits en suivant ses propos, un pari sur l'intelligence collective pour arriver à articuler économique et social à ces deux niveaux, le niveau de la décision publique et le niveau de notre place de contributeur aux politiques publiques et d'acteurs de force de proposition dans la mise en œuvre. Alors cette intelligence collective, elle doit produire de l'organisation collective. Et je retiens, évidemment, ce n'est pas très compliqué, n'importe qui aurait pu le dire, deux mots-clés de notre journée, le mot de coopération, évidemment, et puis celui de territoire. Et coopération, nous nous sommes tous accordés, M. Dubout l'a dit, parlant au nom de la FEAP, elles sont vitales. Elles sont de différentes formes. M. Dueno en a présenté une typologie de coopération parcours, coopération efficience, coopération isolement. Mais l'intérêt de l'affirmation de M. Dueno sur cette perspective de rechercher chaque fois que c'est possible des formes de coopération, je la lis de manière particulièrement forte à sa position institutionnelle, c'est-à-dire de représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance. La performance, le triangle autour de l'objectif de performance, il l'a énoncé, c'est d'abord la qualité de l'accompagnement, c'est deuxièmement l'égalité et l'accessibilité de tous aux services auxquels leur État leur donne droit, et enfin l'efficience opérationnelle et budgétaire. Et quand il développait la notion d'indicateur, je crois, alors il y a eu une intervention très localisée sur un des départements de la région et qui me semblait très juste puisqu'elle permettait d'illustrer la façon dont concrètement des décisions se préparent dans des départements. Eh bien, je crois que nous avons, M. Joly, porte-parole des associations et des groupements interfédéraux mobilisés autour de cette question dans les Hautes-Alpes, et dont je salue l'efficacité, parce que
Lorsqu'on parle d'interfédéralité, d'interassociation, de construction de positions communes, quelquefois on essaye de se faire plaisir en disant « oui, ça existe, mais on n'en voit pas la traduction ». Je vous garantis que ce qui se passe dans les Hautes-Alpes, d'ailleurs depuis plusieurs années, est tout à fait édifiant de la capacité des acteurs venant de tous horizons du champ de l'action sociale et médico-sociale non lucrative et publique de bâtir des positions communes, j'y reviendrai. Alors ces propos de M. Duesneau, et on en avait parlé préalablement à sa venue, lorsque nous avons échangé et que nous remercions d'avoir accepté de présenter les travaux de la NAP, il n'y a pas d'écart entre la position que développe la NAP dans les rapports que vous avez pu lire et la position qui est celle de notre réseau. L'intervention d'Estelle Delmas-Fabaudon l'a bien illustré, l'a bien démontré. Il n'y a pas non plus, me semble-t-il, d'écart entre notre position, qui rejoint celle de la NAP, et ce que l'ARS PACA, représentée par Madame Laurent, que je remercie aussi d'avoir pu prendre le temps de venir ici, a exprimé. Quant aux conditions de mise en œuvre de ces démarches de coopération, là aussi, l'ensemble des intervenants ont eu des discours tout à fait convergents, insistant sur la liberté d'initiative comme gage de la réussite, la fixation libre du périmètre initial de la coopération, le volontarisme, la volonté et le volontarisme, les deux mots ont été prononcés. Il y a également, me semble-t-il, une convergence totale sur les méthodologies à mettre en œuvre. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas remarqué d'écart très important. Même si les outils sont nombreux, Madame Laurent en a évoqué 17, là aussi sur le chiffre, on est à peu près bon. Peut-être qu'on pourrait dire 18 ou 16, je ne sais pas, parce qu'ils sont extrêmement variés, mais on est bien dans les mêmes zones, dans les mêmes eaux, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul modèle de coopération. Nous l'avons assez dit au cours de nos différentes journées, et ceci se trouve confirmé. Il y a également une convergence sur l'engagement à la coopération qui suppose du temps. Et il a même été dit que l'échelle du temps en matière de coopération, j'ai retenu l'adjectif, était dilatée. Bon, alors, c'est quelquefois, je pense que c'est indispensable, c'est quelquefois un peu désespérant pour ceux qui les accompagnent. Mais bon, il faut savoir surmonter, je veux dire, ces frustrations, c'est-à-dire celles qui consistent, certains tempéraments, qui voudraient que tout soit fait avant que ce soit commencé. Mais on ne se refait pas. Les obstacles, là aussi, on les a entendus. Les réserves exprimées par M. Dubout, au nom de la FEAP, sur le groupement de coopération sanitaire, qui a des spécificités qu'il a rappelées et qui contredisent la gouvernance à laquelle nous sommes attachés, c'est-à-dire la gouvernance non lucrative, les obstacles des associations autosuffisantes, autocentrées, auto-valorisées, qu'a rappelé Éric Kérimel. Mais il y a quand même une difficulté sur laquelle nous avons sans doute à dire collectivement un certain nombre de choses. C'est, je ne reviens pas sur la complexité administrative. Bon, l'exemple du CEPOM de HAS a été évoqué, mais c'est surtout les difficultés qui naissent de l'absence de stabilité législative et réglementaire. Et il n'y a pas d'intervention de l'UNIOPS et éventuellement de nous qui ne demande qu'il y ait quand même une pause sur la production législative et réglementaire. Là aussi, je veux dire,
la participation de chacun à sa place à l'élaboration des politiques publiques nécessite d'avoir une vision claire du dispositif d'encadrement, et s'il change trop souvent, plus personne ne s'y retrouve. Mais la coopération, et ça a été aussi un des mots qui a été évoqué à différentes reprises, repose sur la connaissance des partenaires territoriaux. Et ça m'amène au deuxième terme, qui est celui de territoire. Les stratégies de coordination des politiques publiques, de coordination des acteurs, les stratégies de coopération ne peuvent pas être bâties autrement que sur des analyses territoriales. Alors, il se trouve que j'ai repris ces jours-ci la lecture du rapport que M. Hocquet, qui est directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, a remis au mois d'avril 2012 à Mme Monchamp, qui était alors secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale, qui avait pour thème l'inclusion des personnes handicapées, et rapport à qui il avait donné comme titre « Des clés pour la cité ». Bon, je trouve que c'est beau. Alors, je ne vais pas vous lire le rapport, mais j'ai trouvé dans ce rapport des éléments qui, sous sa plume, mettent en évidence, à travers des adjectifs qui m'ont semblé pouvoir être relevés, ce qu'est une analyse territoriale, comment bâtir une analyse territoriale, ou les conditions nécessaires à l'élaboration d'analyses territoriales. Et donc, il écrit qu'il faut réaliser un diagnostic territorial des besoins plus affinés, Et là, je crois que tous ceux qui participent aux instances diverses d'élaboration des politiques publiques, que ce soit au niveau régional, dans le cadre des travaux des commissions mises en place par la loi HPST à l'intérieur des ARS, mais aussi au niveau des conseils généraux, dans le cadre de l'élaboration des conseils généraux, ou dans le cadre de l'élaboration des schémas de l'État, cette recherche, de manière plus fine, des besoins des personnes, des besoins auxquels il faut répondre, me semble traduire aujourd'hui ce qu'on a dit un peu de manière rapide quand on a résumé la loi du 2 janvier 2002. Vous savez, sous le fameux slogan, c'est en gros, quand on fait une présentation rapide, qu'est-ce que vous avez retenu de la loi du 2 janvier 2002 ? Bon, il y a des organismes de formation, donc c'est quelquefois des étudiants de première année des formations qui disent « c'est placer le bénéficiaire, l'usager au centre du dispositif ». Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, la messe est dite. Sauf que ce n'est pas placer la personne au centre du dispositif, c'est prioriser les besoins de chaque personne dans la construction d'abord de l'action sociale, de la bonne action sociale, et ensuite dans la mise en œuvre des projets, l'élaboration des projets institutionnels, des projets des établissements et des projets individualisés. C'est la notion de besoin. Et cette notion de besoin, globalement, je crois qu'on peut, je ne sais pas s'il faut se flageller en public, mais je crois qu'on n'est pas très bon là-dessus. Bon. Deuxième condition qu'évoque M. Hocquet dans son rapport, c'est qu'il faut aussi compter, et j'aime bien ces termes, sur la maturité des partenaires et l'envie de coopérer qui nécessite, alors ça vient dire que la coopération, ça n'est pas du tout cuit, ça n'est pas du clé en main. M. Hocquet écrit qui nécessite l'envie de coopérer qui nécessite un apprentissage subtil et patient. Non, voilà, je trouve que c'est intéressant. Et enfin, il évoque la nécessité de prendre acte de solutions diversifiées selon les territoires, en élargissant les liens à créer avec les autres acteurs du sanitaire, du social, etc., et qui ouvre évidemment la voie à des formes de contractualisation. Alors les associations dans tout ça, qu'est-ce qu'il en dit ? Parce que ça, ce sont des propos qui sont des propos
contribuant à l'amélioration de la décision publique, eh bien pour les associations, il ne dit pas autre chose que ce que nous disons, de ce qu'a dit ce matin en ouverture Christine Chaugnot. Eh bien, la légitimité du secteur associatif réside dans sa capacité à porter un projet avec donc dans une logique d'association-mouvement, cherchez le mot qu'utilisait ce matin Christine, une association-mouvement qui manifeste sa spécificité en permettant que ce projet soit porté collectivement par des usagers, des professionnels, des bénévoles et des dirigeants. À propos de ces territoires, Madame Laurent a évoqué les conférences de territoire. Et s'agissant des conférences de territoire, ayant vu dans une région voisine, ayant été informé par le directeur général de l'ARS d'une région voisine de la désertification des conférences de territoire où plus personne ne vient, je ne parle pas de cette région, je crois que nous avons devant nous, et nous avons fait un travail interassociatif, interfédéral important pour faire en sorte que le secteur non lucratif soit fortement représenté et de manière diverse et dans une démarche, je veux dire, tout à fait collégiale à l'intérieur de ces conférences de territoire. La bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des conférences de territoire, en quoi elles participent à des diagnostics territoriaux, comme je le disais tout à l'heure, enfin comme je reprenais à mon compte les propos de M. Hauquet. Dans cette perspective de travaux sur les territoires, je ne peux pas ne pas reprendre les éléments qui ont été échangés à propos des appels à projets. Monsieur Hardy a dit que de la contractualisation des CEPOM, y compris je veux dire, dans le cadre de propositions transmises au Sénat qui peut-être seront demain, qui recevront également un accueil favorable de l'Assemblée nationale, il indiquait que la procédure d'appel à projet ne lui semblait pas indispensable lorsqu'il s'agit d'extension sur des territoires, etc. J'ai compris ça. Je ne sais pas quelle est la position de l'ARS ou la position de l'État en la matière. La position de l'UNIOPS, et ce que nous avons écrit, nous, au niveau de l'UNIOPS PACA, dans la plateforme présidentielle, c'est que nous considérons qu'un législateur éclairé devrait abroger les dispositions de la loi HPST sur l'appel à projet. Pourquoi ? Parce que, d'une part, dans notre doctrine, elle nous semble aller à l'encontre de ce qu'est la spécificité des acteurs non lucratifs comme étant force de proposition, donc de repérage des besoins sur un territoire, de prise en compte par eux-mêmes de l'intérêt général, et que l'intérêt général ne peut pas, sauf à changer la règle, ne peut pas être confisqué par la puissance publique. Eh bien, il nous semble que les appels à projets sont aujourd'hui, si l'autorité chargée de l'autorisation entend respecter la loi HPST, eh bien, ça on peut le dire entre nous, ça ne sortira pas de la région, sont des appels à projets qui ne me semblent pas être d'une rigueur extrême, c'est-à-dire que, eh bien, il y a une forme d'adaptation de l'appel à projet pour prédésigner, je veux dire, celui qui doit être l'acteur le plus opérant sur un territoire. Alors, évidemment, donc, je ne dis pas que la loi n'est pas respectée, mais il y a un principe de réalité qui fait que, s'agissant d'extension, on voit mal comment, sur 15 places supplémentaires d'établissement, on attend d'un opérateur extérieur qu'il vienne répondre à ce besoin, là où il y a déjà un acteur présent qui est en capacité, avec des moyens adaptés, évidemment, de rendre un service beaucoup plus complet à la population. Donc, si on relie ces réflexions dans une dimension qui est une dimension d'approche politique, nous en arrivons à faire ce que nous avons fait aujourd'hui,
à nous interroger sur la décision publique, sur les modalités de son élaboration, et la place que nous prenons dans l'élaboration des décisions publiques, de sa coordination. Nous interrogeons sur notre capacité à devenir des acteurs coopérants, coopérateurs. Je signale le rappel de ce qu'a dit Maurice Parodi en la matière, mais aussi interroge les missions de l'URIOPS. Et dans les missions de l'URIOPS, Estelle Delmas-Favodon, qui est maintenant libre de parole sur une critique éventuelle de ce qui se fait à l'intérieur de l'URIOPS-PACA, puisqu'elle a changé de région, indiquait, non pas en termes de critique, mais en termes de regard en arrière, sur notre difficulté à conduire, nous, au niveau de l'URIOPS, en lien avec les administrations compétentes, et M. Hardy a dit ce qu'avait été l'arrêt du travail sur les indicateurs, mais notre perspective, malgré cela, de réunir de l'information sur la base d'indicateurs que nous élaborons et qui sont des instruments d'aide à la construction des stratégies, des orientations de chaque association. Et très objectivement, mais c'est vrai que les dirigeants que vous êtes, étant sollicités par tel ou tel conseiller technique de l'URIOPS, voulant alimenter notre base de données d'aide à la décision, d'aide à la bonne décision de vos associations, évidemment, sollicitent par des questionnaires, et dont vous pouvez considérer légitimement qu'ils sont des questionnaires supplémentaires qui se rajoutent à ceux que vous avez reçus la semaine d'avant d'une administration et que vous recevrez la semaine d'après d'une autre administration. Pourtant, si nous ne nous dotons pas d'instruments de connaissance entre nous, d'interconnaissance de ce que nous sommes, de ce que sont nos réalités, et que nous n'avons pas, la réticence à communiquer des informations sur la façon dont nous conduisons nos actions, eh bien, je pense que nous serons, ça c'est de la coopération interassociative, beaucoup plus fort dans les argumentations que nous avons à présenter dans le cadre de nos dialogues de gestion, mais dialogues aussi d'autorisation, de demande d'autorisation, dialogues divers avec l'administration. Donc là, nous avons devant nous un travail que nous avons inscrit à nouveau, parce que nous ne sommes pas désespérés, sur nos objectifs de l'année. Nous avons aussi à perfectionner, j'ai dit rapidement en quoi dans les Hautes-Alpes il y a là des initiatives particulièrement pertinentes, mais je crois que dans tous les domaines d'activité, sur tous les territoires, nous devons trouver toutes les occasions de bâtir ensemble des positions communes, de bâtir des prises de position, des contributions à l'amélioration des politiques publiques. Et là encore, c'est une mise en œuvre de la coopération. Et puis, au niveau de l'URIOPS, nous avons à développer notre capacité, et nous avons aujourd'hui une équipe technique assez sensiblement renouvelée pour différentes raisons, et qui réunit des compétences qui sont des compétences, particulièrement pertinentes dans une perspective d'accompagner chacun d'entre vous, individuellement ou collectivement, dans le cadre de coopération, à la mise en œuvre de projets stratégiques. Nous sommes d'ailleurs, puisque nous sommes aujourd'hui au Conseil régional, dans une négociation avec le Conseil régional pour disposer de moyens permettant de faciliter ce genre d'accompagnement. Ces façons de faire sont dictées pour nous aujourd'hui et pour l'exercice qui vient par trois axes principaux qui sont notre culture fédérale, qui est de reprendre à notre compte le terme de démocratie sanitaire qui peut paraître un peu galvaudé, etc. Bon, même il est dans la loi. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire? La démocratie sanitaire, eh bien, c'est pour nous occuper la place la plus pertinente dans l'apport aux décideurs publics de la parole des acteurs, des représentants de la société civile que nous sommes et évidemment des personnes qui sont accompagnées. Car le deuxième axe, c'est l'axe qui consiste à poursuivre inlassablement la montée en puissance
de la place des personnes accompagnées dans la conduite des projets qui les concernent. Nous sommes aujourd'hui une des régions qui accompagne la mise en place du CCRPA, c'est le comité consultatif régional des personnes accueillies, qui est une instance voulue par l'État pour organiser la participation des personnes aux consultations que l'État conduit ou que les autorités régionales et départementales peuvent conduire. Le troisième axe, c'est celui qui surfe sur le nouvel éclairage mis par le gouvernement sur la place de l'économie sociale et solidaire dans le monde économique ordinaire, et le fait qu'un ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, qui a brillé ce matin par son absence, mais je veux dire, il défendait devant le Parlement le projet de loi sur les contrats d'avenir, que ce ministre soit rattaché directement au ministre de l'économie et des finances, manifeste pour nous qu'il y a un éclairage, une valorisation de la place que nous occupons, que vous occupez, dans le monde économique, dans une façon d'entreprendre qui est celle de l'économie sociale et solidaire. Alors Dominique Balmary, qui est donc le président de l'UNIOPS, dans l'invitation au prochain congrès qu'a rappelé Christine Chaugnot, donc je redonne les dates pour que vous puissiez les noter, donc si vous n'avez pas d'agenda, il y en a sur les stands, le 21, 22 et 23 janvier 2013. À cette invitation, Dominique Balmary a formulé la question qui est la suivante: quelle place pour le sens, pour l'utopie et pour l'invention du social? Et c'est, me semble-t-il, dans cette perspective que nous devons aujourd'hui, demain, interroger chacun de nos projets associatifs, car en raison du contexte que nous avons pu approcher par différents angles aujourd'hui, eh bien, nous devons, nous aussi, réinventer nos projets associatifs. Je vous remercie.